Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du challenge de Céline Lecture Avril autour de la SF. Alors pour la deuxième année consécutive, Céline réitère son challenge autour de la SF. Alors un challenge que j'avais pas fait l'année dernière d'ailleurs, mais que j'ai très envie de faire cette année. Comme vous le savez, je veux me tourner un peu plus sur tout ce qui est science-fiction, entre autres. Donc du coup, j'ai décidé de me lancer. Alors je viens pas, vous avez dû le voir dans le titre, mais je viens pas avec une palle établie, je viens juste avec des envies que j'avais. J'ai un peu regardé ce que j'avais dans les bibliothèques, d'ailleurs je suis fort étonné de trouver que j'ai autant de titres de SF, parce que je pense que dans ma tête SF portait sur certains sous-genres, et en fait c'est beaucoup plus vaste que ça, et c'est vrai que c'est un genre littéraire où on peut lire vachement de choses diversifiées, je trouve. Donc du coup, j'ai regardé un peu ce que j'avais, j'ai fait un tri ensuite, puis je me suis dit que j'allais plus me diriger vers des titres qu'on voit moins, ou que moi je vois moins, donc j'espère que vous les verrez moins aussi, comme ça vous permet de découvrir des choses, et puis si vous les connaissez, c'est pas grave. Parce que je sais qu'il y a certains titres qui vont revenir régulièrement, donc je me suis dit si je fais une énième vidéo autour des mêmes titres de livres, voilà. Pour reparler du challenge de Céline, alors n'hésitez pas à aller sur son compte, sur Instagram, donc Céline Lecture. C'est très simple, Céline elle se prend pas la tête, c'est pas un challenge où il va y avoir des consignes précises avec des mots-clés et qu'il faut chercher si on a tel type de lecture bien précise. Non, Céline elle est pas dans ce trip là du tout. Céline elle arrive, elle dit on est en avril, lisez de la SF, point barre. Je sais que pour ceux qui sont sur Instagram, elle va mettre en place un template, vous savez, avec des paliers qui vont de 1 à 22. Chaque palier, elle leur a donné un nom d'un héros de science-fiction, donc Marty McFly, Jar Jar Binks, ce genre de choses. Et après, elle a étendu quand même son challenge, et ça, je trouve ça génial aussi, c'est que ça se contente pas qu'au livre. Parce que vous savez, des fois, on va à un challenge, on s'y met, puis arrive en plein milieu du challenge, on s'essouffle, ou alors on tombe sur quelques lectures qui nous plaisent pas, paf, panne de lecture. Et là, le challenge, il nous passe sous le nez. Donc du coup, Céline, là, elle s'embête pas avec tout ça. Ce qu'elle dit, c'est qu'on doit lire, bien évidemment, des romans, mais aussi des graphiques, donc BD, manga, comics. On peut aussi regarder des films et des séries. Je crois que pour les séries, si je me trompe pas, faut avoir vu une saison pour valider un palier, me semble-t-il. Justement, je vous laisserai aller voir sur son compte parce que je suis pas sûr, je dis peut-être des bêtises. Et également les jeux vidéo. Voilà, si vous avez envie de lire 3 livres et puis de geeker pendant une semaine sur un jeu que vous avez envie de le saigner, allez-y, ça comptera dans le challenge. Donc moi je trouve que ça parle à tous. Et du coup, ça se cantonne pas juste à une forme de culture. Donc ici, les livres, c'est pas que la lecture, c'est vraiment les passions qu'on peut avoir. Et en plus, moi, je les ai un peu tous. J'adore lire, j'aime bien lire des mangas, vous le savez. Les jeux vidéo, même si je suis pas en ce moment, j'adore aussi. Puis, comme tout le monde, je regarde des films et des séries. Donc, je trouve que c'est cool. C'est cool d'avoir tous ces formats. Pour nous aider également, Céline, elle nous rappelle les 5 sous-genres principaux de la science-fiction. Et du coup, je vais découper ma vidéo en fonction de ces 5 sous-genres et vous montrer ce que j'ai dans 5 sous-genres. Donc vous verrez, il y a des sous-genres où j'ai beaucoup de choses et d'autres où j'en ai un petit peu moins. Peut-être des genres qui m'attirent un peu moins ou que je connais moins, donc du coup qui me font un petit peu moins envie. Donc c'est parti. L'Uchronie, c'est la réécriture de l'histoire en modifiant quelque chose du passé, et le steampunk, c'est comme si la société était un peu restée bloquée sur la révolution industrielle et on est face à une société beaucoup plus automatisée. Donc je dirais en gros c'est ça. Alors je vous prends pas pour des idiots, mais je préfère rappeler en quoi ça consiste parce que même moi ça m'a aidé pour ma recherche de livres. Donc tout d'abord, moi j'ai pris celui-ci. Alors celui-ci tout le monde l'a vu, je pense qu'il est très très connu, c'est son premier titre. Et moi je ne l'ai pas encore découvert. C'est Rouille de Florian Soulas aux éditions Pocket. Donc ici, on suit une jeune femme, ça se passe en 1897. On suit une jeune femme qui s'appelle Violante, qui est amnésique, on est à Paris. Et du coup, elle ne sait plus du tout d'où elle est, qui elle est. Elle a juste quelques objets et son prénom qui sont là pour... ça fait des maigres indices, en fait, pour l'aider à découvrir son identité et son passé, ses origines. Elle est placée dans une maison close qui s'appelle les Jardins Mécaniques. Et elle devient duchesse, donc c'est la plus courue des prostituées. Jusqu'au jour où, lors d'une balade où elle essaye de percer plus ou moins ses mystères, d'essayer de trouver des indices sur quoi ou qu'est-ce, elle va tomber sur sa seule amie qui est morte, mutilée, atrocement mutilée. Et elle va s'apercevoir très vite que les crimes ils commencent un peu à s'amonceler autour d'elle, que ce soit des prostituées ou des enfants des bas quartiers, tout le monde commence à mourir, qu'il y a une drogue qui circule qui s'appelle la rouille. Et les flics, tout ça, ils en ont rien à foutre. Donc elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide de mener l'enquête par elle-même. Donc on sera sur un espèce de petit thriller, je pense,
autour du steampunk. Alors pourquoi pas, comme ça, moi je me dis le thriller, j'en lis beaucoup plus souvent. Donc ça peut m'aider pour découvrir un petit peu tout ça et le réapproprier dans un univers de science-fiction, ça peut être pas mal. La couverture Aurélien Polis, on n'en parle pas, je pense, magnifique. Donc moi j'ai hâte de découvrir un autre titre de Florian Soulas. Moi j'avais seulement lu Les Noces de la Renarde, je l'ai jamais lu. Autre titre qui me fait très envie, c'est Rapture. Donc c'est de John Shirley. Donc ici on est sur un espèce de préquel d'un jeu vidéo qui s'appelle BioShock du coup. Un jeu vidéo sous forme de trilogie. Alors moi comme je vous dis je suis pas très fan de steampunk, mais alors ce jeu vidéo je l'ai saigné, j'ai adoré. Donc ici on va revenir aux origines parce que vous savez que BioShock se passe dans une ville qui se situe dans la mer, au fond des mers. On fait suite au conflit de la Seconde Guerre mondiale. Le peuple a un peu perdu ce sens de la liberté. Il y a également le trauma des bombes atomiques qui sont tombées à Nagasaki et Hiroshima. Et derrière tout ça, il y a un homme richissime qui s'appelle Andrew Ryan, qui est né, pareil, dans une famille assez pauvre, qui a réussi à gravir les échelons et à devenir riche, qui se dit, écoutez, on va inventer une nouvelle société, une société très utopique, où il n'y aura pas de gouvernement, tout ça, on sera libre. Et donc, il crée cette société sous l'eau. Quand le livre BioShock commence, cette société, elle est un peu dépérie. Vous verrez les bâtiments dans le jeu vidéo, les bâtiments sont décrépits, tombent en ruine, tout ça. Mais on n'a jamais vraiment le fin mot du pourquoi. Dans le jeu, si, mais c'est de façon sporadique. Vous savez, vous avez des petits documents qui vous donnent des indices là-dessus. Et là-dessus, on va revoir tout, en fait. Toute la genèse de cette société qui naît sous les eaux et qui va grandir jusqu'au moment où elle va justement chuter. Donc ce qui est bien, c'est que même si vous n'avez pas joué aux jeux vidéo, le livre peut vous parler et vous sembler intéressant. Je pense pas qu'il faille faire le jeu vidéo absolument pour avoir envie de lire ce livre-là. Surtout que dans le jeu, on s'intéresse vraiment à un personnage qui sera, je pense, pas présent ici. Donc moi, j'ai très envie de le découvrir. Ça fait un petit moment que je l'ai dans ma palle. Donc peut-être que je sortirai celui-là. Autre livre qui a rejoint ma palle il n'y a pas très longtemps, que je vous ai déjà présenté. Donc ici, on sera plus dans l'Uchronie. C'est la trilogie du soleil de Johan Elliott, aux éditions Nemos. J'aime beaucoup cette intégrale. Donc ici, on est du temps de Louis XIV. Et il y a un lieutenant de frégate, Baptiste Rocher, qui présente donc au jeune roi une étrange météorite qu'il a rapportée d'un de ses périples en mer. Et suite à ça, il y a Blaise Pascal, le mathématicien et le penseur, qui est très intrigué par cette météorite. Et ça va être le point de départ de recherche scientifique autour de cette météorite. Et du coup, il va y avoir des complots, il va y avoir des inventions. Je pense qu'il va y avoir des avancées scientifiques un peu plus poussées que dans l'histoire ordinaire, bien évidemment. Et du coup, ça m'a l'air génial. Et cette idée de rajouter ce petit truc un peu scientifique, ça me donne très envie. Noble comploteur, invention géniale de Pascal, imprimeur libelliste, malfrat sans pitié de la cour des miracles et mousquetaires désenchantés, peuple le théâtre d'un monde sur le point de basculer dans un grand siècle futuriste, entre ombre et lumière, entre la terre et les étoiles. Moi, je suis hypé de ouf. Alors celui-là, je pense le sortir, mais le fait, c'est que je commence une nouvelle saga, j'en ai déjà plein en route, donc j'essaie déjà de finir. On verra. Et le dernier titre que j'ai, alors là, je savais pas où le placer, je l'ai mis ici parce que je n'avais que 3 titres. C'est des nouvelles donc qui peuvent, je pense, aller dans les 5 catégories. Donc c'est un recueil de nouvelles de Ted Chiang, c'est La Tour de Babylone. Alors moi, j'ai acheté ce livre-là suite au visionnage du film. Le titre du film, c'est Premier Contact, je crois. Donc que j'avais vu, que j'avais adoré, et du coup j'ai su après que c'était une nouvelle qui était issue de ce recueil de nouvelles. Donc je me suis dit, allons-y. Alors il y a 8 nouvelles qui constituent l'intégrale des œuvres de l'auteur entre 90 et 2002. On va par exemple aborder la tour de Babylone. On va découvrir aussi l'histoire d'une mathématicienne qui aurait trouvé une démonstration capable de mettre à mal les maths, sa vie de couple et sa vie tout court. Donc le fameux premier contact avec les extraterrestres, vous savez, avec cette célèbre linguiste. Et également le destin de Neil Fisk qui bascule le jour où sa femme est tuée par la visitation d'un ange. Donc ça a l'air de regrouper pas mal de choses. Et pour se mettre en bouche, ça peut être pas mal. Alors pour cette catégorie, on va être sur une société qui est plus ou moins proche de notre temps à nous. Donc ça dépend, c'est plus ou moins loin dans le futur, avec un régime totalitaire. Des idéologies derrière qui sont pas forcément bonnes. Donc j'ai 2 titres de romans. J'ai d'abord Adrian Tchaikovsky avec Chien de guerre. Donc ici je l'ai moi chez France Loisirs, dans l'édition France Loisirs, mais il existe également en poche, il est sorti il y a pas très longtemps. Donc ici on va suivre des chiens qui sont biomorphes, qui ont été génétiquement modifiés. Donc on suit en l'occurrence Rex.
Donc Rex peut parler parce qu'il a une voix synthétique. Donc on est face à toute une escouade d'assaut qui prennent les chiens comme des armes parce qu'ils sont lourdement armés et très 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 dangereux. Et voilà, ces chiens ont la fonction quand même d'obéir à leur maître et d'être des armes. Mais il y a énormément d'ennemis autour d'eux et on finit par se poser la question, est-ce que c'est vraiment eux les ennemis? Est-ce que lui travaille pas du mauvais côté? Et l'autre question qu'on peut se poser aussi, c'est si jamais le chien arrivait à être libre, à ne plus être sous les ordres de son maître, qu'est-ce qui se passerait? Titre intéressant pour moi, je trouve aussi, parce que justement, l'auteur a fait des études de psychologie et de zoologie, donc je me dis qu'il s'y connaît un petit peu et ça peut être super sympa. Et j'aime beaucoup la couverture un peu brillante comme ça. Et l'autre titre que j'ai aussi depuis un petit moment, c'est Carol Stevers avec Mother Code. On est en 2049, il y a l'humanité qui est en péril, et on décide de placer des enfants génétiquement modifiés dans des cocons de robots géants, et du coup quand les enfants grandissent, ils sont élevés par des robots. Jusqu'au jour où il se passe un petit souci, les robots, donc du coup les responsables ils décident de mettre un terme au projet et de détruire ces robots, et du coup un des enfants qui a été élevé par un de ces robots doit faire un choix. Est-ce que je dois sauver ma mère entre guillemets ou est-ce que je laisse faire? C'est là où on va se poser la question du côté humain et du côté robot. Est-ce qu'on peut s'attacher autant à un robot qu'à un être humain? Je pense qu'on va partir dans cette thématique-là, qui m'a l'air, ma foi, fort intéressante également. Autre chose, alors je les ai pas sortis parce qu'ils sont dans des coffrets. Il y a également 2 mangas, mais extrêmement connus. Gun de Yukito Kishiro, donc qui est en 8 tomes, je crois. Enfin, dans ces eaux-là, il me semble, moi j'ai le coffret entier. Où on suit, vous savez, cette histoire avec cette espèce de scientifique qui se rend dans une décharge et qui va découvrir un androïde et qui va le remettre sur pied. Et après, il va y avoir tout un mystère autour d'elle, justement, donc de cette femme androïde. Et l'histoire va partir de là. Mais également le titre Akira de Katsuhiro Otomo. Alors pareil, une œuvre culte au Japon et en France aussi maintenant, qui est sortie il y a quand même pas mal d'années. On va suivre Tetsuo, qui est un gamin qui traîne avec une bande à lui. Ils sont souvent en moto, ils se baladent dans la ville, tout ça, jusqu'au jour où Tetsuo manque de renverser un enfant qui a la tête d'un vieillard avec un chiffre tatoué sur la peau. Et en voulant l'éviter, il provoque un accident de moto, il finit dans un hôpital de l'armée. Et là, il va se découvrir des pouvoirs surnaturels. Donc il va décider de s'isoler, il va laisser tomber sa bande de potes et tout, et essayer de contrôler ces pouvoirs-là qu'il a. Mais du coup, le gamin, qui est ce gamin qu'il a failli renverser? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé après Parce qu'on n'est plus dans un Tokyo ordinaire, on est dans Neo Tokyo, il s'appelle ça. Donc il va y avoir toute une histoire autour de tout ça. C'est une œuvre qui est acclamée par tout le monde, et moi j'aimerais bien savoir de quoi il en retourne, parce que moi qui lis beaucoup de mangas, il serait peut-être temps que je lise ce genre d'œuvre culte. Alors un genre qui n'est plus à présenter, hein, post-apo, vous savez ce que c'est, il y a une catastrophe qui s'est passée et la société survit après ça. Alors ça peut être une épidémie, ça peut être une pandémie, ça peut être une catastrophe naturelle, enfin c'est choisi en gros, Exo de Fandali, que je vous ai montré il y a pas très longtemps, donc de chez Bayard. Ici on est un siècle après une guerre, les extraterrestres ont combattu la Terre, ont fini par gagner, ils ont fini par coloniser la planète. Et au milieu de tout ça, donc il va y avoir les humains et les Zriz, donc la fameuse colonie extraterrestre. Et à 5 ans, le petit Donovan, il est choisi pour être un exo, c'est-à-dire qu'il va être un soldat d'élite des extraterrestres. Et lors d'un affrontement, alors on ne sait pas exactement avec qui, ça va mal tourner l'intervention et le jeune homme va être kidnappé par des sapiens, un groupe de résistants. Et je pense que derrière, ils vont essayer de lui remettre un peu du plomb dans la tête et lui dire que voilà, les extraterrestres sont peut-être pas si gentils que ça, il a été élevé dans ce truc-là et qu'il faudra peut-être qu'il change. Sachant qu'en plus, il faut savoir que Donovan, c'est le fils d'un chef du gouvernement, c'est pas n'importe qui. Donc avec une histoire de rébellion, de reprendre leur place sur Terre et tout. C'était une abonnée qui me l'avait conseillé, donc c'est en 2 tomes. J'ai très très hâte de m'y mettre aussi. Il paraît que ça se lit bien. Même si les couvertures, comme je vous ai dit à la fois, ne font pas très très envie, mais au final, elle a bien fait de me dire, parce que je pense pas que je me serais tourné sur ce titre sinon. En post-apo, j'ai également La Terre Sauvage, donc de Julien Verlanger. Ici, c'est un intégral que j'avais eu à 10 €, vous savez, avec les opérations Brajlon l'été. Dans celui-ci, c'est une trilogie, et il y a également 4 nouvelles post-apocalyptiques. On est dans une France en proie au chaos d'une guerre bactériologique, et on a Gérald qui tente de survivre en gagnant le sud, et va croiser le chemin d'Annie. Et elle veut aller sur Paris.
Donc pour eux, il va falloir remonter une autoroute qui s'appelle l'autoroute sauvage. Bah oui, la terre sauvage, l'autoroute sauvage. Hein. Et l'environnement il est pas top hein, parce que vous avez des poches de gaz hallucinogènes, vous avez des mares de bactéries, ça donne bien envie tout ça. Et également, lors du voyage, vous allez croiser des pillards, des rebelles et compagnie. Le premier tome du coup s'appelle l'autoroute sauvage, le tome 2 s'appelle la mort en bille et le tome 3 s'appelle l'île brûlée. Moi avant de le voir en magasin, je ne l'avais absolument jamais vu ce titre. Mais j'aime beaucoup la couverture, vous voyez, avec cette idée de la tour Eiffel qui est complètement penchée. Et du coup, je trouve que c'est cool que quand il y a des opérations comme ça nous donne envie de se tourner vers des titres qu'on voit pas trop en fait. Mais enfin, je dis ça, je l'ai acheté, mais j'ai toujours pas lu. Et en auto-édition, j'ai également Le Dernier Souffle, le tome 1, L'effondrement de Mélanie Desforges. Bon là, je pouvais pas me planter, c'est marqué dystopie. Donc ici, il y a eu un tremblement de terre. Et il y a la vie de Chris qui a basculé. Avant, elle était simplement une mère de famille et aujourd'hui, elle doit être comme tout le monde. Pour survivre, il va falloir qu'elle combatte farouchement et rester courageuse pour pouvoir protéger ses... Donc on nous dit la nature se déchaîne, le monde s'effondre, la maladie s'invite dans les foyers et il y a un brouillard et un hiver qui n'en finissent pas et il y a surtout les autres, ceux qui ne sont plus vraiment humains. Donc à voir. Pour l'instant, moi je m'étais pas tourné dessus de prime abord parce qu'en fait c'était un tome 1. C'est pas que j'ai pas envie de le lire, il me fait très envie, mais le truc c'est que si je le lis et qu'après le tome 2 sort je sais pas, d'ici dans un an, j'aurais carrément oublié le tome 1, donc j'attends. Je vais voir, je vais peut-être le lire quand même, je vais peut-être le sortir, je ne sais pas. Qui dit post-apocalyptique? Comme je vous le disais, c'est des épidémies, c'est des pandémies, mais ça peut être aussi une autre petite bébête qui se pointe, une bébête chère à mon cœur que j'aime beaucoup dans la littérature horrifique, mais qui marche aussi du coup dans la science-fiction. Je vous le donne en mille, c'est le zombie. Et du coup, moi, niveau zombie, je peux vous dire que dans ma bibliothèque, j'ai ce qu'il faut parce que j'adore les zombies. Donc, j'en lis pas autant que je voudrais. D'ailleurs, c'est un grand défaut que j'ai. Donc, du coup, là, j'en profite pour vous montrer quelques titres que je vous ai jamais montrés. Je crois que les 3 que j'ai... Non, je crois que je vous les ai jamais montrés. Il y a d'abord Rodolphe Casso avec Paris Z. Donc, ici, aux éditions critiques. Ici, on va suivre, je crois que c'est 3 clochards, la goutte, la gâchette et la gobe, qui se retrouvent en plein milieu de cette invasion zombie et qui décident de se terrer dans les souterrains du métro parisien. Mais leur objectif à eux, c'est de trouver de l'alcool. Donc je sais pas si c'est vraiment humoristique. La couverture, Aurélien Polis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle est absolument magnifique. Je sais qu'il y a une suite aussi, je ne sais plus le nom. C'est un premier roman. Moi, j'ai jamais lu de titre paru aux éditions critiques, mais ma copine Lully qui en lit beaucoup et qui aime beaucoup. Donc j'ai celui-là depuis un petit moment, donc je me dis peut-être le moment de rallier les zombies dans ma maison. Enfin, littérairement parlant, pas en vrai, on va éviter. Il y a également celui qui est dans ma palle depuis très longtemps, c'est Infection de Scott Sigler, aux éditions Milady. Et celui-ci, je le trouvais super intéressant parce qu'en fait, il y a d'étranges organismes qui se développent sur des hôtes humains. Et ça leur laisse comme des marques, et ça les pousse aux folies et aux meurtres. Il y a la CIA et le FBI qui essayent d'enquêter dans le plus grand secret. Et nous, on va suivre en particulier le personnage de Perry Dozet, qui va se découvrir des marques sur le corps. Il va commencer à entendre des voix qui le poussent à commettre des choses qu'il n'a pas envie. Et il se rend compte que lui aussi est infecté par cette étrange maladie, mais il va essayer de la combattre, de se débarrasser de ces parasites, c'est marqué. Et il veut pas devenir comme eux, quoi. Là, parce que la maladie finit par prendre le pli sur ton mental et à te contrôler. Donc du coup, je trouvais ça intéressant, cette idée, parce qu'on ne parle pas de zombies, mais je pense que ça revient un petit peu au même. Cette idée où on suit un homme qui est en train de devenir zombie et qui essaie de contrer la chose, je trouve ça plutôt... ça change. Donc. Et le dernier, alors celui-là, je l'ai pas sorti, bon, je pense que vous avez compris pourquoi. C'est Warning Dead de Greg Hochfeld aux éditions Elixiria. Donc moi, j'avais déjà lu 2 titres de Greg Hochfeld que je vous ai montré déjà en bilan lecture sur la chaîne. Et je crois que c'est un des seuls titres qui me reste de lui parce qu'il en a pas écrit beaucoup. Donc sur les zombies, il me tente fortement aussi, mais je vous avoue que sa grandeur, il fait presque 700 pages. Sa grosseur me fait un petit peu peur. Il n'y a pas grand chose d'écrit derrière, c'est marqué: ils sont de plus en plus nombreux, vous êtes de plus en plus seuls. Survivre a-t-il encore un sens? Allez-vous vous terrer ou fuir? Un seul choix, pas de seconde chance. Donc la vérité se trouve parfois au bout de l'enfer. Je ne sais pas si je le lirai pour ce mois-là, je ne sais pas, je ferai. Je ne me bloque pas sur certains titres. Je verrai, je fouillerai dedans et je verrai tout ça. Et également en zombie, il y a en manga, alors un titre que moi j'ai lu, par contre celui-là, oui, je l'ai lu,
C'est Fortress of Apocalypse, si jamais vous voulez lire du manga. Donc c'est de Yu Karaishi et Kazu Inabe. On suit un jeune adolescent qui est emmené dans un camp de prisonniers de redressement. Alors qu'il n'a rien fait, il est condamné à tort. Jusqu'au jour où il y a une espèce de voiture d'escouade qui défonce le mur dans la prison, et c'est un zombie qui en sort, et du coup les prisonniers se rendent compte que c'est un petit peu l'apocalypse, et qu'il va falloir se serrer les coudes pour pouvoir détruire ces zombies et survivre. Quand on me dit SF, c'est le premier sous-genre auquel je pense. C'est bête, hein, mais c'est celui-là qui me vient à l'esprit. Et puis le space opéra, bon, tout le monde connaît, hein, c'est les voyages intergalactiques, on visite d'autres planètes, d'autres civilisations. Tout d'abord La Pierre d'Espérance de John le Corre, en auto-édition également. C'était une campagne nulle que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. Ici, on suit deux groupes d'aventuriers et deux univers. Ils ont rien en commun, mais ils ont une même mission, c'est retrouver la Pierre d'Espérance. Donc d'un côté, vous avez Montcarlin qui veut sauver sa cité d'une prophétique invasion barbare, et de l'autre, vous avez l'empereur de la planète Priga qui veut conquérir le système Jade-Tak, et au-delà. Rien ne va se passer comme prévu. Entre alliance, trahison et faux-semblants, voici une épopée pleine de rebondissements dans un multivers mystérieux. Donc moi, la couverture m'avait beaucoup attiré. J'aime beaucoup aussi la mise en page. Il y a des petits trucs tout en bas là qui sont plutôt sympatoches. En plus, c'est un titre qui n'est pas très très long. Donc ça sert à rien de s'enflammer et de partir sur des pavasses, alors qu'on peut découvrir des titres un peu plus courts et qui peuvent être tout aussi intéressants, peut-être même un peu plus abordables. C'est vrai que des fois, commencer un genre sans trop savoir vers quoi on se tourne, on choisit un titre qui est un peu trop gros, qui est un peu trop complexe, et au final, ça nous dégoûte du genre, alors qu'on aurait pu choisir autre chose. Donc je me dis que celui-là peut-être peut faire l'affaire. J'ai également Destination Providence de Charlie Reinhardt. Ici, on suit un capitaine de vaisseau qui se voit confier une mission par une scientifique, c'est retrouver une intelligence artificielle qui est égarée, mais pour cela, ils vont devoir aussi accueillir au sein de leur équipe un prisonnier, je crois. Donc ils vont devoir recruter un des hommes qui a travaillé sur cette planète prison et qui, lui, saura les guider. Donc ils l'accueillent au sein du vaisseau, mais ils ont quelques petites réticences vis-à-vis de sa présence. Parce que lui, s'il vient, je pense qu'il a aussi des motivations personnelles. Et du coup, ils ont toujours un petit peu de suspicion face à cet invité pas vraiment désiré. Donc pareil, une petite pavasse. Bon, moi, Charlie Reinhardt, j'ai déjà lu, j'aime beaucoup son écriture. Donc lire de la SF avec elle, ça peut passer crème. Là, on part sur de l'horreur cosmique, si je ne dis pas de bêtises, avec Vassinov pour Cosme, donc qui est aussi en auto-édition. Ici, on suit dans cette histoire, les humains vivent sous terre, parce que la terre, je pense qu'elle est plus habitable. Et tout ce qui va être production, culture, nourriture est produit sur Mars. Mais jusqu'au moment où il va commencer à y avoir des soucis sur Mars, les animaux vont être mutilés, les productions vont être plus ou moins à l'arrêt. Il va y avoir une épidémie assez mystérieuse, et du coup, Icar, l'un de ces terriens, va devoir se rendre sur cette planète pour voir ce qui se passe. Derrière le ciel pourpre de l'astre étranger, un lugubre silence attend son heure. Donc petit hardback, un espèce de pot de pêche. L'illustration est de Isaac Grange, que j'aime beaucoup. Et je trouve que le livre est très beau. En plus, vous avez des petites illustrations comme ça. La couleur, j'aime beaucoup la couleur également. Et en dernier titre, pour être plus sur du Planète Opéra, il y a les aventures extrasolaires de Alex Sol en auto-édition également, avec ce premier tome qui s'appelle La planète aux épines, où on va suivre une famille qui s'arrête sur une planète parce que le vaisseau a des soucis, il est plus en mesure de redécoller. Et la planète aux épines, entre guillemets, a en son cœur une forêt qui est assez étrange et mystérieuse. Et ce vaisseau est composé d'une famille, donc il y a le père, la mère et il y a 3 filles. Et il y a une de ces filles qui va s'échapper, qui va partir dans cette forêt, donc il va falloir aller la rechercher. Il y a aussi d'autres mystères, on nous parle de soldats qui ont envahi une base scientifique, de lumière rouge qu'il y a dans la forêt, que les animaux sont étranges et dangereux. Et du coup, il va falloir faire avec tout ça, donc ça promet beaucoup de choses. Un beau petit bébé aussi de 540 pages. Donc écoutez, jusqu'où iriez-vous pour sauver votre famille ? Et en manga, nous avons aussi celui-ci que j'ai oublié de sortir, que je peux vous montrer là. C'est Destination Terra de Keiko Takemiya. Donc c'est en 3 tomes, c'est chez Naban Édition.
Donc on est dans le futur. Les ressources de la Terre ont été épuisées et du coup il y a des colonies interstellaires qui ont été mises en place. Et du coup les humains continuent de survivre là-bas. Tout est contrôlé par des ordinateurs. Il y a un comportement à avoir humain en fait. Et si tu rentres pas dans les critères de ce comportement, paf, on t'élimine. Et parmi tous ces humains, il y en a qui ont des pouvoirs télépathiques. On les appelle les mus. Et eux, ils sont obligés de se cacher pour pas être tués en fait. Jusqu'au jour où ils vont tomber sur un jeune enfant qui vont voir comme un guide et qui, grâce à lui, ils vont mettre en place une espèce d'alliance pour essayer de renverser le système en place, si je puis dire. Donc c'est marqué que Keiko Takemiya est considérée comme une des artistes les plus influentes de sa génération. Et c'est un grand chef-d'œuvre mêlant science-fiction, questions écologiques et place des humains dans leur propre société. Le dessin est vraiment sympa. Bon, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir en manga, mais moi j'aime beaucoup. Je trouve qu'en plus les éditions Naban, ils ont tendance à sortir des titres qu'on voit pas partout et qui sont assez originaux. Donc on reste pas dans ce cliché des mangas qu'on voit partout. Vous voyez dans l'histoire, je critique pas les mangas, mais c'est souvent les mêmes trames qui se font et tout. Donc là c'est vraiment autre chose. Si vous entendez du bruit, c'est ma chienne. Ça va, je te gêne pas trop? T'as un livre à présenter toi? Non, je pense pas. Donc qui a l'air pas mal aussi. Et pour le dernier sous-genre, j'ai pas vraiment besoin de vous l'expliquer, voyage dans le temps, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc celui-là c'est pareil, c'est une thématique que j'ai déjà lue et c'est une thématique que j'aime beaucoup. Donc tout d'abord, on va passer très vite sur ce titre-là parce que je pense que je vous en parle depuis janvier, donc vous pouvez commencer à le connaître. C'est Time Riders, hein. Donc c'est celui que je dois dire ce mois-ci, là, le tome 3. Donc où on suit une agence où un homme a recruté 3 adolescents à diverses périodes de l'histoire, qui les a sauvés de la mort au dernier moment parce qu'il faut pas que ça influe justement sur l'histoire en elle-même. Et ces 3 ados ont pour mission d'empêcher les gens de modifier le passé. Parce que ça crée des effets papillons et le but est de laisser, même si on peut voyager dans le temps, de laisser l'histoire se dérouler telle qu'elle. On n'a pas le droit de la modifier parce qu'une petite modification dans le passé peut provoquer un truc immense plus tard. Donc moi j'ai lu les 2 premiers tomes que j'ai beaucoup aimé. Celui-là j'irai avec plaisir encore une fois. Donc en plus c'est du young adulte. Donc si vous n'êtes pas trop féru de SF et que vous voulez commencer soft, ce titre-là fera parfaitement l'affaire. Là on va être dans un autre registre qui sera d'ailleurs de la SF, mais un peu différent de ce que j'ai pu voir jusque-là. Ça a l'air d'être un peu plus mature. C'est Ken Grimwood, donc avec Ripley chez Point. Donc ici on suit un homme qui s'appelle Jeff Winston qui meurt subitement d'une crise cardiaque à l'âge de 43 ans. Et sa vie n'était pas super top. Mais au lieu de mourir simplement, il va se réveiller dans son corps d'étudiant de 18 ans. Mais en se rappelant de toute sa vie passée. Et là, il se dit, je peux tout recommencer. Vous imaginez le truc? Vous décidez du jour au lendemain, vous vous retrouvez dans le passé quand vous étiez un gamin et vous dites, je peux réparer toutes les erreurs que j'ai commises. Est-ce que ce sera sans conséquence? Pas sûr. Mais ça a l'air... c'est marqué plus qu'un thriller, un prodigieux roman animé d'une force inaccoutumée. Bah ouais, mais moi je le mettrais quand même en SF, hein, il y a quand même un retour dans le temps. Je sais pas, j'espère que c'est validé quand même. Celui-ci, je vous l'avais présenté il y a quelques temps, c'est chez La Talente, c'est Andreas Eschbach avec Jésus Vidéo. Ici, il y a des archéologues qui vont exhumer une tombe qui date de 2000 ans. Ils vont trouver un manuel de caméscope dans la tombe. Et un caméscope qu'on ne connaît pas parce que c'est un caméscope qui ne sera créé que dans 3 ans. Donc du coup, la question qui se pose, c'est d'où vient ce caméscope? Qui avait ce caméscope? Comment ils sont venus ici? Qu'est-ce qu'ils ont filmé? Enfin, tout un tas de questions. Les médias vont se mettre dessus, vont commencer à faire du sensationnalisme. Il y a des sectes obscures qui vont commencer à émerger. Des chercheurs qui vont essayer de trouver la solution. Et à côté de ça, vous avez 3 jeunes qui poursuivent leur quête en parallèle, qui se rapprochent petit à petit du but et de la réponse à leurs questions. Mais est-ce qu'une découverte comme ça ne peut pas faire vaciller tous les fondements, tout ce qui va être religieux ou même la société en soi, de savoir découvrir ce genre de truc? Pareil, une belle petite bricasse, hein, il nous fait 600 pages. Donc en plus, il y a une suite qui s'appelle L'Affaire Jésus. Donc il faudra que je tente déjà ce premier tome et voir après, mais il me tente, hein, mais c'est la grosseur qui me fait un petit peu peur. Si vous vous rendez compte, si tous les gros pavés, pouh,
Mais bon, c'est pas, on ne mesure pas un livre à sa taille, mais à son contenu. Hein. Et pour finir, le papa de Jurassic Park, Michael Crichton, avec Les Prisonniers du Temps, chez Pocket. Ici, on est avec une équipe d'archéologues qui travaillent dans la Dordogne sur un monastère du XIVe siècle. Et à côté de ça, ils trouvent bizarre qu'il y a une société de technologie de pointe qui est assez mystérieuse et qui les surveille de loin. Donc celui qui est un peu le chef de toutes ces organisations archéologiques décide de se rendre dans cette société pour savoir ce qu'ils leur veulent en fait. Et en fait, il va disparaître. Du coup, les archéologues vont continuer à effectuer leurs travaux jusqu'au moment où ils vont exhumer un parchemin vieux de 650 ans et sur lequel c'est écrit « à l'aide » et c'est signé professeur Johnston. Donc le fameux professeur qui s'était rendu dans cette société pour savoir ce qui se passait. Dans Prisonnier du Temps, Crichton bricole la théorie quantique pour expédier des étudiants archéologues dans la Dordogne de 1357 en pleine guerre de 100 ans. Donc voilà pour les titres potentiels que je suis susceptible, susceptible de lire pour ce mois d'avril. Donc je vous ai montré ce qui me faisait très envie. En même temps, je me suis permis de vous montrer des titres qu'on voit peut-être un peu moins passer, ou que, voilà, comme je vous ai expliqué. Et du coup, je piocherai malgré tout ça. Alors, je ne m'empêche pas de dire que j'en lirai d'autres aussi que j'ai pas mis dans cette palle, c'est fort possible. Je pense que dans ce que je vous ai montré, il y a quand même parce que j'ai rien lu, forcément. Il y a quand même quelques titres qui sont assez abordables. Donc c'est pour ça que j'ai envie de découvrir la SF, mais de commencer soft. Faut pas que je parte bille en tête en disant je vais lire des trucs extraordinaires, mais qui vont être difficiles à appréhender. Bah dites-moi vous si vous comptez faire ce challenge, si pareil comme d'habitude, s'il y a des titres là-dedans que vous avez lus, je veux bien votre avis parce que du coup moi je les connais pas. Et puis bah, j'en profite pour remercier également Céline Lecture pour son initiative, je trouve ça génial, en plus moi qui ai décidé cette année de me mettre à la SF, donc ça tombe à pic. Voilà. Et puis bah sinon bah bon challenge à ceux qui le feront et éclatez-vous bien. Allez, je vous dis à plus tard. Salut.